Nouvelle illustration de la lutte contre l'impunité sous la RPP, le gouvernement a entériné ce jeudi la révocation de 2 agents de police reconnus responsables du détournement de plus de 45 millions de francs CFA, des fonds qui devaient servir à la prise en charge des opérations d'une unité mobile d'intervention de la police nationale. La lutte contre la fraude commerciale se poursuit. En un mois et demi d'opération, les services de douane ont intercepté d'importantes quantités de produits prohibés ou introduits illégalement sur le territoire national, valeur de saisie plus de 700 millions de francs CFA. Les crampons vont peut-être laisser place aux Rangers pour les étalons dames à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les étalons dames ont entamé ce jeudi une formation civique et patriotique au SN2 de Lumbila. Pendant 10 jours, les joueuses et leur encadrement recevront des enseignements militaires, civiques et sportifs avant leur départ pour le Maroc. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. La révolution progressiste populaire poursuit l'assainissement de l'administration publique. Parmi les décisions prises ce jeudi en Conseil des ministres figure la révocation de 2 policiers. Ils sont accusés d'avoir détourné plus de 45 millions de francs CFA, des fonds destinés aux activités opérationnelles d'une unité de police déployée dans la région de Bangui. On écoute le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana. En sa séance du 18 juin 2026, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à une proposition de révocation de 2 agents de police pour des faits qualifiés de détournement des deniers publics d'un montant total estimé à 45 216 000, destiné à la prise en charge des opérations de l'unité mobile d'intervention de la police nationale basée à Kouigny dans la région de Bangui. Les investigations menées par les services compétents ont permis de confirmer la commission de ces malversations financières qui ont été reprochées à ces 2 agents. En application des dispositions de la loi 027-2018 portant statut du cadre de la police nationale et du décret numéro 2019-04-06 portant règlement de discipline générale de la police nationale, en ce qui concerne la sanction disciplinaire en cas de commission de faute de 3e degré, notamment celle qualifiée d'extrême gravité, le Conseil des ministres entérine la révocation du lieutenant de police Tiao B. Nicolas, matricule 90-605X, chef du service administratif et financier de la direction régionale de la police nationale de Bangui, et du sergent-chef de police Ilboudo Pawentore Marcelin, matricule 309-147H, responsable de la logistique au sein du dit service administratif et financier pour détournement de deniers publics. Aussi, il sied de souligner que la révocation de ces 2 agents est sans préjudice de poursuites judiciaires avec saisie des biens à concurrence de la valeur des biens détournés. En tout état de cause, le Conseil a instruit que désormais, la rétribution des prises en charge destinées aux opérations se fera à travers la coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit, Comipec, et ce pour atténuer les risques de détournement. L'assainissement de la gestion publique va de pair avec la protection des recettes de l'État, car au-delà des détournements, la fraude commerciale constitue elle aussi une source importante de manque à gagner pour l'économie. Les services des douanes viennent justement de dresser le bilan d'un mois et demi d'opération. Il est marqué par des saisies records évaluées à plus de 700 millions de francs CFA. Plus de précisions avec Océane Davoné. Au premier regard, ce véhicule de transport de type Dinan semble être simplement chargé de ballots de fruits péris, communément appelés yugu. Mais derrière cette cargaison ordinaire se cache une toute autre réalité. Dissimulée entre les vêtements, des médicaments introduits illégalement sur le territoire, des huiles de vidange contrefaites, des produits aphrodisiaques et d'autres marchandises impropres à la consommation. Partis de Sankinsé,
Le véhicule a pu rallier Ouagadougou, mais est finalement tombé dans les filets des équipes douanières. Autre saisie marquante, ces valises contenaient du chanvre indien d'une valeur estimée à plus de 6 millions de francs CFA. En provenance du Ghana et à destination du Mali, la cargaison a vu son parcours s'interrompre au Burkina Faso. Un Burkinabé qui part au Ghana, qui prend marchandise pour envoyer au Mali. Oui, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu vas remettre à qui? Ablo. Le conducteur s'explique. La première fois, je suis parti lui remettre et puis je me suis retourné. Donc, c'est la deuxième fois comme ça. J'avais un ami, actuellement il est au Gabon. C'est lui qui travaille avec Ablo. Maintenant, en voulant partir au Gabon, il m'a donné le numéro de Ablo. Donc, et puis il est parti. Donc c'est là que moi et puis Ablo on a commencé à causer sur WhatsApp. Il m'a expliqué comment je vais aller au Ghana pour prendre et puis revenir lui remettre au Mali. Demander des excuses. Je ne veux plus recommencer. 50 000 kg de sachets plastiques dissimulés dans des sacs de maïs, 108 fûts de cyanure et 264 000 comprimés de tapendadol figurent également parmi les produits saisis. Les hommes de Yves Kafando ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également mis fin à l'importation frauduleuse de 13 motos Apache et de 310 bidons d'huile végétale. Toutes ces marchandises ont été interceptées dans le cadre de l'opération Burkindi, menée du 1er mai au 15 juin sur l'ensemble du territoire national. Nous avons également une catégorie de produits que nous n'avons pas présentés au regard de la sensibilité du produit, notamment les détonateurs. Les détonateurs électriques que nous avons saisis, plus de 5000 unités. Voilà. Donc c'est dire que la fraude persiste. La fraude persiste, mais quand cela ne tienne, les agents de douane sont entièrement engagés, dégourdis, à ce que nous puissions vraiment stopper ces pratiques qui ne sont pas très recommandées sur l'ensemble du territoire. Je les félicite, je souhaite qu'ils puissent garder le cap. Le constat est sans appel. Les fraudeurs développent continuellement de nouveaux modes opératoires pour faire entrer ces produits sur le territoire. Et ce matin, on a remarqué qu'ils ont beaucoup plus utilisé des tricycles pour faire introduire du cyanure. Voilà, donc vous voyez que les tricycles, c'est vraiment encore plus facile à manœuvrer qu'une voiture. Et donc c'est vraiment quelque chose qui appelle notre vigilance. Et nous allons nous adapter pour faire face. Au total, les services des douanes ont retiré des circuits de distribution des produits frauduleux d'une valeur de plus de 734 millions de francs CFA. Un coup dur porté au réseau de fraude, mais aussi un signal fort envoyé à tous ceux qui continuent de s'adonner à ces pratiques illicites. Je vous le disais plus haut, les joueuses de l'équipe nationale de football troquent leur équipement sportif contre des tenues militaires. Une immersion patriotique et civique de 10 jours avant de s'envoler pour la CAN féminine au Maroc. Luc Parvelkem. Arrivés en civil et en tenue décontractée au SND, le Service national pour le développement de Lumbila, les étalons d'âme seront en quelques minutes dans les rangs du capitaine Daouda Dao. Le directeur du centre de formation et de production de Lumbila comptera dans sa troupe des nouvelles immergées pour 10 jours à compter de ce 18 juin 2026. On porte un baume au cœur et j'espère bien que les étalons hommes suivront vraiment l'exemple des étalons dames. Elles sont là pour 10 jours. Alors, les modules sont au nombre de 14, notamment l'éducation physique, sportive, militaire. On a des matières spécifiques comme l'histoire du Burkina Faso, on a l'ordre serré, on a aussi les matières liées au sport, dont le dopage. Un autre match commence pour les joueuses de l'équipe nationale féminine burkinabé. Fini donc les crampons et les maillots pour l'instant et place aux Rangers et aux treillis. Nous sommes déjà là pour l'immersion. Voilà, nous adhérons à la dynamique du gouvernement qui est la révolution populaire progressiste. Voilà, nous sommes ici vraiment pour renforcer nos liens, voilà, notre cohésion, voilà,
pour faire voilà, une bonne préparation. Pour nous, on répond à l'appel du camarade capitaine Ibrahim Traoré parce que le pays est dans une nouvelle dynamique et il y a de nouveaux paradigmes, point de vue de la cohésion, de l'idée de l'esprit d'équipe qui sont quand même des valeurs pour le football, qui est un sport collectif. Et à l'orée de la CAN, les valeurs que nous allons apprendre ou que nous allons réapprendre dans un nouveau format vont nous aider en tant qu'équipe à mieux défendre les couleurs du Burkina. L'immersion patriotique des étalons, toutes catégories et disciplines confondues, avait été annoncée par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Pikbougoum, comme une des réformes majeures du sport dès sa nomination. Je vous invite à accepter, à prendre, à vous sacrifier, afin que, après cette immersion, nous puissions constater ou avoir un changement positif. Les étalons dames ouvrent la liste de l'immersion des équipes nationales. Elle se tient à un mois de la CAN féminine Maroc 2026 prévue du 25 juillet au 16 août où le Burkina Faso fera sa deuxième participation. Pour cette immersion, 21 joueuses plus 3 membres du staff que sont le sélectionneur, l'entraîneur des gardiennes et la médecin ont répondu présents. 4 autres joueuses devront rejoindre le groupe pour un total de 28 immergés. À Séguéré, dans la commune de Bama, près de Bobo-Dioulasso, les producteurs disposent désormais de nouvelles infrastructures pour accroître leur rendement. 180 hectares de terres aménagées ont été mis en eau dans le cadre du projet de résilience et de compétitivité agricole, un investissement destiné à soutenir durablement la production et la sécurité alimentaire, nous disent Franck Ismaël Koudou et Sotuo Justin Dabiré. Ici à Séguéré, le ministre chargé de l'agriculture a procédé à l'inauguration et à la mise en eau du périmètre irrigué. Doté d'un système d'irrigation moderne et maîtrisé, ce site permettra aux producteurs de pratiquer une agriculture plus performante. Avec une superficie de près de 180 hectares aménagés et alimentés par les eaux du barrage de Samandeni, la plaine dispose désormais de tous les atouts pour une production plus moderne, plus productive et plus résiliente. Le périmètre vient soulager les populations de Séguéré qui, il faut le dire, étaient depuis un certain temps dans le désarroi. Il avait été débuté depuis quelques années et était à l'arrêt depuis 2017. Et nous avons reçu instruction en 2023 par le camarade président de faire en sorte que l'ensemble de ces aménagements qui avaient démarré, qui étaient à l'arrêt, puissent être achevés. Le barrage de Samandini est une fierté au plan national, plus d'1,50 milliard de mètres cubes d'eau. Mais jusqu'à aujourd'hui, les ressources en eau de ce barrage sont faiblement valorisées. Il était prévu que ces ressources soient utilisées pour l'irrigation de 21 000 hectares tout au long du fleuve et bien sûr à travers les lâchers d'eau du barrage. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à 1500 que nous sommes en train d'achever. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale pour un montant de près de 3,854 milliards de francs CFA, cette nouvelle infrastructure s'impose comme un outil stratégique pour faire de l'agriculture un puissant levier de développement économique. Je pense que c'est la philosophie de notre institution. Nous continuons à travailler avec le ministère de l'Agriculture sur les projets à venir. Nous avons le projet d'agriculture qui vient d'être déclaré effectif, qui va être déclaré effectif dans les prochains jours. C'est un projet qui va continuer à perpétuer ce que nous avons commencé avec les autorités à travers les projets du gouvernement financés sur les ressources de la Banque mondiale. Nous continuons à travailler avec le ministère de l'Agriculture aussi sur les questions d'eau. Et vous savez que le lien entre eau et agriculture, c'est très proche. Sur l'étendue du territoire national, en 3 ans depuis l'accession du camarade président du Faso au pouvoir, c'est plus de 11 774 hectares de périmètres irrigués qui ont été réalisés sur l'ensemble de notre territoire. Et aujourd'hui, ces périmètres permettent d'avoir une plus-value et permettent d'avoir plus de production. L'existence de cette possibilité d'utiliser l'eau d'irrigation nous permet de sauver les cultures qui souvent sont à un stade phénologique très important et ce sont des pertes qui sont enregistrées par les producteurs. C'est pour dire que sur toute la ligne, ces périmètres viennent comme des plus-values importantes pour nous, pour l'agriculture du Burkina Faso.
À terme, le périmètre irrigué de Séguéré produira chaque année au moins 600 tonnes de riz en campagne humide, 400 tonnes de blé en saison sèche froide, près de 2000 tonnes de tomates et 1700 tonnes d'oignons. Des performances attendues qui traduisent la volonté des autorités de faire de l'agriculture moderne un moteur de développement durable au service de la souveraineté alimentaire et du progrès économique du Burkina Faso. L'eau est un levier essentiel pour accroître la production agricole, mais la performance du secteur dépend aussi de la stabilité et de la crédibilité des structures qui accompagnent les producteurs. Face à la circulation d'informations qu'elle qualifie d'infondées, la Sofitex a tenu à apporter sa version des faits et à rassurer ses partenaires. La Sofitex demande des informations faisant état d'un supposé projet de fusion avec une autre structure. Franck Ismaël Koudou, surtout Justin Dabiré. Aucune fusion n'est en cours entre la Sofitex et la société Olik Trade Limited. C'est le principal message délivré au cours de cette conférence de presse. Cette sortie médiatique vise à rassurer les producteurs, les partenaires et les institutions financières après la diffusion de documents frauduleux évoqués ici par le directeur général de la Sofitex. On peut dire que la direction générale de la Sofitex informe l'ensemble de ses clients, partenaires, fournisseurs, producteurs de coton, institutions bancaires et le public qu'un document intitulé Notice of Administrative Authority Appointment of Sole Administrator Banking Instruction portant la référence numéro OTL Sofitex ADM 2026-061 et daté du 11 juin 2026 circule actuellement sur les différents canaux de communication de la Sofitex et des partenaires. Pour le directeur général de la Sofitex, aucun projet de rapprochement ou de fusion n'existe entre sa structure et la société Olik Trade Limited. Les documents circulant actuellement ne proviennent pas des services officiels de la société, affirme-t-il. Les vérifications réalisées par les services compétents de la Sofitex confirment que ce document ne provient pas de ces services informatiques, en témoignent les mécanismes et méthodes utilisés. Aucun incident ni intrusion n'a été constaté sur les plateformes informatiques de la société qui continuent de fonctionner normalement. La Sofitex rappelle que toute communication officielle relative à ses activités ou à sa gouvernance est diffusée à travers ses canaux reconnus. Elle invite donc l'ensemble de ses partenaires à maintenir un niveau élevé de vigilance et à vérifier systématiquement la source de toute information susceptible d'avoir une incidence sur les relations avec la société. De prétendues instructions bancaires invitant les destinataires à effectuer des paiements sur un compte ouvert dans une banque dénommée China Construction Banking Corporation Limited à Hong Kong. La direction générale demande formellement l'authenticité, le contenu et la portée juridique du document. Celui-ci ne provient ni du conseil d'administration de la société, ni de la direction générale, ni d'aucun organe ou représentant légal habilité à engager la Sofitex. À travers cette conférence de presse, la Sofitex entend préserver la confiance de ses partenaires, protéger l'intégrité de ses opérations et réaffirmer son engagement à communiquer avec transparence sur toute décision stratégique. Plus de 400 millions de francs CFA mobilisés et près de 13 000 souscripteurs enregistrés dans la région du Yadgar. L'APEC continue de mobiliser sur le terrain des résultats qui traduisent l'engouement autour de l'actionnariat populaire. Réunis à Wayeguya, les souscripteurs ont franchi une nouvelle étape en élisant leurs représentants aux instances décisionnelles de l'APEC. Plus de précisions avec Maxime Ilboudo.
C'est elle qui portera la voix des souscripteurs à l'actionnariat populaire de la région de Yadga au niveau des instances décisionnelles de la société coopérative avec conseil d'administration de l'APEC. Agent de santé, Awa Kirakoya est élu délégué régional titulaire avec 93 voix à cette assemblée régionale. Elle surclasse ainsi les 6 autres concurrents et s'engage à remonter les préoccupations des souscripteurs et à garantir le suivi des projets industriels de la coopérative. Je compte travailler à amener l'APEC dans les villages les plus reculés de notre région pour les faire comprendre l'initiative du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Je suis prête à veiller pour le bon déroulement de l'APEC dans ma région. Mahamadi Porgo, classé 2e, est désigné suppléant. Les deux participeront à l'Assemblée générale nationale pour la mise en place du conseil d'administration et du conseil de surveillance. À travers ce scrutin, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC renforce sa volonté d'aller vers une gouvernance participative. Les élus de ce matin, ils auront principalement pour mission d'être une courroie de transmission entre les organes centraux, notamment l'APEC et la société coopérative, à l'endroit donc des souscripteurs, en faisant la remontée d'informations, en ayant aussi l'œil vigilant des souscripteurs dans la gestion donc des mobilisations des ressources et dans l'investissement qui sera fait au bénéfice des souscripteurs. Le gouverneur de la région invite les populations à miser sur le financement endogène. Selon lui, cette assemblée régionale constitue une étape importante dans le renforcement du lien entre l'institution et les populations et une opportunité de relancer la mobilisation autour de l'actionnariat populaire. Lancer encore un appel et rappeler à l'ensemble de la population que l'initiative est toujours en cours et demander une mobilisation et à des souscriptions exceptionnelles pour permettre une économie résiliente, financée en tout cas avec nos ressources endogènes, le développement économique de notre pays. Cette rencontre est aussi un moment de redevabilité. Du bilan des réalisations, il ressort que 12 980 souscripteurs ont déjà été enregistrés en fin décembre 2025 dans la région du Yadga avec un montant de près de 419 millions de francs CFA, ce qui a permis la création d'emplois et des revenus générés au profit des producteurs de tomates. Il y a 3 entreprises communautaires qui, l'une a mis sur le marché un concentré de qualité Adia que les gens apprécient énormément. La mobilisation a permis de donner de l'emploi à près de 200 jeunes avec les perspectives d'ouverture de l'usine de Tinkorogo dans les mois à venir et surtout le lancement de la mine semi-mécanisée de Gawa qui va venir ajouter à des emplois. Près de 19 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés au niveau national avec 324 000 souscripteurs enregistrés. Un chiffre loin des 25 millions de souscripteurs attendus. Santé, agriculture, éducation, administration publique, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines. Conscient de ces opportunités, mais aussi des défis qu'elles soulèvent, le Burkina Faso veut se doter d'une vision claire pour encadrer son développement. Les acteurs du numérique sont justement réunis à Ouagadougou pour valider la feuille de route nationale de l'intelligence artificielle 2026-2030. Tous les détails avec Benjamin Kwame. La validation de la feuille de route nationale de l'intelligence artificielle pour les 4 prochaines années au Burkina Faso répond à un objectif principal. Faire profiter au maximum les biens fondés de cet outil numérique dans chaque entreprise, dans chaque institution et dans les activités quotidiennes de chaque Burkinabé. À l'horizon 2030, le ministère chargé de la transition digitale voudrait que l'IA soit orientée vers les services sociaux de base. L'idée est d'endogénéiser son usage qui concernera des secteurs clés du pays. Nous allons faire une feuille de route qui, en fait, on a énuméré l'ensemble des domaines prioritaires. D'abord la santé.
On va essayer de voir, aujourd'hui nous avons beaucoup de données, nous avons des difficultés avec le nombre de médecins pour notre pays. Nous allons développer une solution IA qui va soutenir les médecins dans leur travail et qui va permettre aux médecins, même dans les zones reculées, de pouvoir faire des diagnostics partagés. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons aujourd'hui des technologies émergentes qu'on peut avoir. Nous voulons développer une solution comme des chatbots qui permettront aux agriculteurs, aux paysans d'échanger et d'avoir une idée sur ce qui est par exemple la météo et voir les différentes techniques qui peuvent être partagées dans d'autres pays. Au niveau de l'éducation, nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'intelligence artificielle façonne tous les domaines. Donc nous allons aussi faire des tuteurs IA qui permettront aux enseignants, aux étudiants d'apprendre en utilisant l'intelligence artificielle, mais avec des modèles qui nous ressemblent. L'éducation, mais également le secteur de l'eau, de l'énergie. Toute une pensée conceptualisée basée sur les réalités et les besoins des Burkinabés. C'est ce qui sera consigné dans ce document, précise Dr Yaya Traoré. Un schéma directeur qui sera opérationnalisé également avec des garde-fous. Quand on connaît les revers de ce système intelligent, il s'agira aussi pour les experts du domaine de réfléchir et minimiser ces risques sur chaque citoyen. Premièrement, affirmer notre indépendance technologique et numérique. Secondo, renforcer la position du Burkina Faso dans l'économie mondiale. Ensuite, protéger les données et les systèmes critiques de la nation. Et enfin, moderniser l'action gouvernementale par le numérique. Cette feuille de route vise à structurer la vision nationale et à orienter les actions publiques et privées vers le développement d'un écosystème technologique responsable, inclusif et compétitif. Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques rappelle que cet atelier est bien plus qu'un simple cadre de validation d'un document. C'est un exercice de consolidation et d'appropriation institutionnelle qui a pour finalité la prise en compte totale des stratégies et réalités numériques soutenues également dans le plan Relance. Une vision prospective des autorités burkinabées. Au-delà de la simple évaluation de routine, la réflexion sur l'école burkinabé s'intensifie à l'échelle régionale. Dans le cas d'Yogo, les acteurs du système éducatif se sont réunis hier en forum pour passer en revue l'année scolaire 2025-2026. Une rencontre qui aura permis de dresser le bilan des actions menées, tout cela dans un contexte marqué par des réformes visant à améliorer l'offre éducative. Amadou Diko. Dans la région de Kadiogo, le nombre de structures d'éducation préscolaire est passé de 55 à 144 en 2026. C'est ce que révèle la direction régionale en charge de l'éducation préscolaire de Kadiogo à ce forum régional sur les réformes du système éducatif. Autre réforme engagée par le département de Ayara Tawe-Draougo, la transformation de 46 écoles monolingues en bilingues. Et toutes les écoles mettent en œuvre, comment on peut dire ça, mettent en œuvre l'anglais à partir de la carte de ce et des écoles préscolaires. Nous avons aussi les jardins scolaires, 30% d'écoles qui ont des champs. Et nous félicitons vraiment tous les acteurs qui se sont mobilisés pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Les efforts conjugués ont permis vraiment à la région du Kadiogo d'atteindre un score très honorable de 96% de taux de réussite de certificat d'études primaires. Des résultats encourageants, certes, mais des défis, il en demeure. L'insuffisance d'infrastructures scolaires et la formation des acteurs éducatifs en sont les principaux. Des préoccupations expliquées à cette rencontre initiée par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, CCBBF. Nous allons planifier toutes ces doléances-là, toutes ces recommandations durant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pourquoi pas 5 ans, pour essayer à notre niveau de tenter de les résoudre. Voilà. En collaboration surtout avec le ministère, puisque nous sommes en collaboration avec le ministère et nous allons agir ensemble aux côtés du ministère pour trouver des solutions plus bénéfiques à nos élèves. Ce cadre de concertation avec les acteurs du système éducatif se tiendra dans 13 régions du pays
L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de soutien à l'amélioration de la qualité de l'offre éducative et à la formation au Burkina Faso dans le secteur de la participation communautaire, de la révision des curricula et de valorisation de la question enseignante. Dans cette logique de transformation des méthodes d'apprentissage, la recherche académique continue d'ouvrir de nouvelles voies. La preuve avec la soutenance de doctorat de Jonathan Kambiré. Il est auteur d'un travail portant sur un patient virtuel intégré à une plateforme de téléenseignement médical, de quoi faciliter les échanges en langue locale grâce à un assistant vocal, surtout Justin Dabiré. Améliorer la formation des futurs médecins grâce à un environnement d'apprentissage interactif tout en levant les barrières linguistiques, tel est le défi relevé par Jonathan Gaius Kambiré. Pour l'obtention de son doctorat en informatique médicale et système d'information en santé, il propose des solutions innovantes visant à renforcer la qualité de l'enseignement médical et à faciliter la communication entre les professionnels de santé et les patients. Ce travail pourrait être un avantage sur ce plan, utiliser la simulation virtuelle pour préparer les étudiants au cas pratique dans le futur, avant leur entrée en stage. Une partie de notre travail, c'était de pallier à cela avec la conception de notre chaîne vocale français vers le Djoula. Le Djoula a été choisi comme langue prioritaire, mais nous visons à étendre ça à toutes les langues du Burkina Faso. Par exemple, si le médecin parle français et le patient parle Djoula, le médecin va parler en français, le système va prendre cette parole-là, le transformer en texte, traduire et générer de la voix à partir de ce texte qui sera retransmis maintenant de l'autre côté chez le patient qui va maintenant avec l'accompagnant écouter et pour comprendre ce que le médecin veut lui demander. Et le cas inverse également, ça se passe comme ça. Une démarche innovante qui a convaincu le jury. Au thème de la soutenance, les examinateurs ont salué la rigueur scientifique du travail, l'originalité du sujet et sa pertinence pour le système de santé et le monde académique. Jonathan Gaius Kambiré accède ainsi au grade de docteur avec la mention très honorable. C'est un très bon travail. D'abord, il y a ce qu'il faut dire, et puis pour féliciter le candidat, c'est qu'il y a de l'informatique, de la médecine, des mathématiques. Alors ça veut dire qu'il a dû cogiter dans plusieurs secteurs scientifiques pour arriver à ces résultats-là. Et d'ailleurs, ces résultats ont fait l'objet de 4 articles publiés, j'allais dire, dans des revues, pas seulement à comité de lecture, mais des revues qui sont indexées. En tout cas, c'est un très bon travail et qui est pratique, qui va aider les formateurs dans la formation de nos futurs médecins. Ma satisfaction, c'est à plusieurs niveaux. C'est essentiellement le fait qu'on puisse montrer que nous avons la possibilité d'avoir des outils internes qui nous permettent de former nos étudiants. La deuxième satisfaction, c'est aussi de dire qu'en réalité, aujourd'hui, on peut contribuer à l'amélioration de la qualité des soins pour des personnes qui sont à distance. Avec cette richesse intitulée « Conception et intégration d'un patient virtuel dans une plateforme de téléenseignement médical dotée d'un assistant vocal pour la traduction en langue locale, des échanges pendant la consultation médicale simulée », Jonathan Gaius Kambiré devient officiellement docteur de l'Université Nazi Boni. Après avoir séduit le public togolais, le long métrage La Bonne poursuit son parcours cinématographique avec une avant-première à Ouagadougou, une projection qui s'inscrit dans la dynamique de circulation des œuvres africaines au même moment où les acteurs culturels multiplient les initiatives de valorisation des récits à travers le continent. Réalisé par Amassan Kofi-Nikoué, le film explore les tensions d'un foyer bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle employée de maison entre secrets, trahison et fragilisation des équilibres familiaux. Le film vous plonge dans les réalités vécues par plus d'une famille, découverte avec Ezekiel Zakane et Abdou Aziz Sari. J'ai retrouvé l'un d'entre eux, papa.
Sur le grand écran du ciné Burkina, le public découvre en avant-première La Bonne, un long métrage togolais qui franchit pour la première fois les frontières de son pays d'origine. L'histoire est celle d'une aide ménagère dont la vie bascule lorsqu'elle retrouve l'homme responsable d'un drame familial. Des années plus tôt, son patron avait tiré une balle dans le dos de son père. Entre douleur, mémoire et quête de justice, le film retrace le parcours d'une femme déterminée à affronter son passé. Un très grand suspense. Auquel on s'attendait, c'était carrément autre chose. Ça m'a vraiment donné beaucoup à réfléchir. Mais c'était un très bon film, je conseille vraiment. Et ce que j'ai apprécié surtout, c'est le mixage et l'étalonnage. Le son là, impeccable, il n'y a rien à dire. Parce que quand tu rentres et puis tu regardes une œuvre comme ça là, et le son et les images c'est correct, le reste à mon sens, ça va de soi. Réalisé par le cinéaste togolais Amassan Kofi Nukwe, La Bonne figure parmi les productions marquantes du cinéma togolais contemporain. Véritable succès à Lomé, le long métrage a rempli à 2 reprises la grande salle d'Agora Senghor avant de remporter le prix du meilleur film de fiction togolais catégorie long métrage au Festival international du film du Togo. À travers cette projection à Ouagadougou, le réalisateur poursuit l'ambition de faire voyager son œuvre hors des frontières nationales et de contribuer au rayonnement du cinéma africain sur le continent. Au Burkina, c'est ma deuxième patrie. C'est cette nation-là qui m'a vu grandir professionnellement, avec les Idrissa, avec les Gaston Kaboré et autres. Donc il était important pour moi que le Burkinabé se retrouve dans le film, que le Togolais se retrouve dans le film et que la langue, en réalité, ne soit pas forcément une barrière entre nous. Donc moi, je suis un vrai exemple de cette intégration sous-régionale. Hein. Voilà. Donc c'est ça que j'ai voulu aussi transmettre dans ce film-là, en faisant en sorte que plusieurs langues soient parlées. Voilà. Au-delà de la simple projection, cette rencontre avec le public burkinabé témoigne du dynamisme du cinéma ouest-africain. Un cinéma qui, par la force de ses récits, rapproche les peuples et fait écho à des réalités partagées. Je ne saurais vous dire déjà ma joie de voir le compatriote qui vient avec ce joyau, le présenter au Burkina. Donc c'est le symbole d'une cohésion, le symbole de cette Afrique unie que nous voulons. À l'affiche du ciné Burkina du 15 au 21 juin, La Bonne poursuit ainsi son aventure avec l'ambition de conquérir de nouveaux publics à travers le continent. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis Saptenga dans le Boulgoul. Bonsoir chez vous.